quand il arrive à contre-jour, il a un pull genre Saint James, un peu élimé. Je l'ai vu arriver, j'avais eu l'impression que c'était mon père, Waouh. mon vrai père, arrivé comme ça, à contre-jour. Et il y a vraiment un truc très similaire. Ils n'ont pas la même gueule, mais il y a quelque chose de très très fort. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Hein. Et on sort du café. Et je dis à Maxime, c'est mon père. Et à ce moment-là, il reçoit un message, un SMS de Richard qui dit, c'est ok, c'est avec lui. Alors que vous étiez pas dit un mot. On s'est pas dit un mot. On s'est pas dit un mot. Donc il te jaugeait. Et moi je le reniflais, on se reniflait quoi. Mais vraiment un truc animal quoi. Et après on est devenus potes sur le tournage, mais de ouf quoi. Et on a découvert qu'on a été dans la même cellule de la brigade des stupes quai des Orfèvres au dernier étage, à quelques décennies près, mais dans le couloir au fond, la cellule au fond à gauche. Ah ouais, toi aussi, ouais. Bah. À quel point une œuvre peut-elle être personnelle ? À quel point un film peut-il décrire ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans notre être ? À ces questions, nous tentons de répondre avec François Creton, l'invité de cet épisode, qui a coécrit Les Héroïques, long métrage qui a fait sensation au Festival de Cannes en 2021 avec Richard Bohringer, Ariane Ascaride et Clotilde Courreau. François y incarne Michel, jeune père d'une famille morcelée. Alors, combien le parcours de junkie alcoolique de Michel ressemble-t-il à celui de son interprète ? Découvrons-le ensemble. L'arrivée sur la Harley, suivie de la montée des marches au Palais des Festivals, ça fait quel effet ? Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce fut une sacrée aventure quoi. Le plus compliqué, ça a été d'amener la Harley jusqu'à la gare de Cannes. T'es descendu avec ? Non, je suis pas descendu avec. On l'a fait descendre, mais comme bon, on n'avait pas un budget de ouf, petit film, petit moyen, donc on a fait descendre en camionnette par un pote d'un pote qui était transporteur, je sais pas quoi. La moto, elle est arrivée, mais genre, moi je suis allé la chercher, j'étais déjà en costard quoi. Donc on l'a sorti du camion, je suis arrivé à l'hôtel, je crois que c'est le Martinez qui est à côté. Je suis arrivé au Martinez à l'arrache et on est tous partis. Et donc j'ai foutu mon gamin derrière puisqu'il y avait Roméo sur la moto. Et on est arrivé avec l'équipe qui arrivait à pied. Tu vois, on n'a pas pris les limousines quand on est arrivé sur Harley devant. Avec évidemment, parce que tu peux pas la laisser, interdiction de monter sur le tapis avec la Harley. Hein. Et le tapis, Et interdiction. il descend bas, le tapis. Ouais, le Mais t'as le tapis droit de rouler, hein. il descend jusqu'à l'arrivée de la route, quoi. Ok. Tu vois, donc on arrive par la route. Ouais. Moi, mon idée, c'était d'aller sur le tapis avec Mais la moto, bien quoi. sûr. La interdiction totale, quoi. Tu vois, on sait jamais si elle pisse l'huile, ce qui est un peu le cas. Qu'on leur dégueulasse pas le tapis tout de suite, tu vois. Et interdiction de la laisser. Donc on avait un pote qui attendait de l'autre côté, qui s'était un peu sapé d'ailleurs. Tu vois. Un des mecs qui avait descendu en camion d'ailleurs, qui s'était un peu sapé. C'était Momo qui était là. C'était un peu sapé pour quand même s'y passer devant les caméras. Tu vois, c'était assez drôle. Et qui récupérait la moto et qui par contre ne pouvait pas la conduire. Parce qu'il y a les cordons de sécurité, après il y a des keufs partout. Et c'était il y a 2 ans, donc on était en après-Covid, tu vois, donc c'était un peu chaud patate, quoi. Tendu. Mais sinon, gros kiff. Mais sinon, gros kiff, bah ouais, gros kiff, arriver sur la béque. Enfin, tu vois, arrivée triomphale, quoi. Tu vois, avec le public qui fait ouais, donc des gros coups de gaz de Harley, échappement libre et tout. Non, ça l'a fait, ouais. Cool. Alors, on va commencer par les héroïques. Pour ceux qui l'ont pas vu, tu nous le pitches ? Bah, les héroïques, c'est le pitch, en gros, c'est Michel, cinquantenaire, grand gamin attardé, qui qui fait ce qu'il peut pour sortir de ses addictions, aidé par son ado de fils, qui en vérité est un peu l'adulte, et se retrouve dans une situation où il vient d'avoir un bébé à 53 piges, et là il se dit que il est temps Il est temps de. d'arrêter les conneries. Tu dirais que c'est ton bébé ? Ah bah c'était mon bébé. D'ailleurs, c'est bien à propos, hein, vu que ça parle de bébé aussi. Mm. Mais t'avais envie de raconter quoi avec ce film ?
Ton idée de base. J'avais envie de raconter. En fait, la jeunesse du film est assez curieuse parce qu'au départ, moi je rencontre le réalisateur Maxime Roy. Et au départ, l'histoire, c'est j'ai des cassettes vidéo de la fin de vie de mon père. J'ai 7 cassettes vidéo d'1 heure où en fait mon père, quand il chope, il a un cancer généralisé, il sait qu'il va mourir, et il me demande de lui apporter une caméra et un micro. Ok. Et il va s'auto-interviewer sur la fin de sa vie. Il va faire son dernier journal de fin de vie. Et il me laisse ses cassettes, en me disant pas grand-chose, en me disant, voilà, tu t'en feras ce que t'en veux. Et il me les laisse à moi. Donc moi, j'en regarde une juste après son décès. Un peu difficile. Ouais. Donc j'attends un peu. Et quand je rencontre Max, je lui en parle. Et mon idée, au départ, c'est pourquoi pas faire un documentaire sur avec cette matière. Et donc on passe 3 heures dans un café où je raconte voilà, les cassettes que j'ai toujours pas vues en entier. Oh, Quelques-unes, mais pas tout. d'accord. Et je raconte cette histoire, l'histoire de mon père, etc., etc., l'envie de faire un documentaire. Et tout de suite, lui, il me dit ça m'intéresse pas. C'est pas mon endroit. Moi, je fais pas de documentaire, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est toi, ce que tu me racontes. Et le truc qui me vient, c'est pourquoi on n'écrirait pas une fiction de l'histoire de toi. Donc moi, à l'époque, j'ai 53 piges. D'un mec de 53 piges qui va régler ses histoires avec son père. Et il me parle de ça. Et donc, moi, au début, je résiste un petit peu parce que c'est pas... Enfin, je suis très surpris par cette, tu vois... Contre-proposition. Contre-proposition, complètement. Donc, je suis surpris et j'ai du mal à lâcher l'idée, quand même, tu vois. Et donc, je réfléchis un petit peu et puis on se revoit. Alors, on se revoit parce que moi, Maxime, en fait, je le connais parce que c'est le chéri de ma fille. Ah, Donc, c'est comme ça que D'accord. je rencontre Max, qui a l'âge d'être mon fils. Hein. d'accord. Et première étape, c'est on regarde les cassettes ensemble. On regarde les 7 heures de cassettes. Avec des moments où la caméra tourne un peu dans le vide, et avec un truc qui est assez intéressant, qui nous donne des informations sur ce personnage, qui est... Donc il essaye de dire des choses, il se raconte, mais il va pas dans le fond. C'est-à-dire que tout est maîtrisé au niveau de l'émotion. Il y a une cassette où il dit une fois qu'il a un peu peur, et il coupe. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'émotion, il coupe. Ça l'intéressait pas. Il voulait pas être dans le pathos. Je crois pas que ce soit ça, en fait. Je crois que en fait, c'est quelqu'un qui était dans le contrôle et qui ne pouvait pas laisser sortir ses émotions. C'est-à-dire que même ses émotions, elles sont dans le contrôle. Quand il dit « je t'aime », il n'y a pas d'épanchement. C'est dans le contrôle. Et ça ressemble à l'homme que moi j'ai connu. Mais effectivement, on se dit au début, en regardant les cassettes avec Max, il va livrer, il va se lâcher. Et non. Et il ne se lâche pas. Et l'autre truc très intéressant, c'est que donc il me demande cette caméra parce qu'il sait qu'il a un cancer généralisé, qu'il est métastasé de partout et que donc il va mourir. Et qu'au meilleur des cas, le traitement qu'il prend, il y aura peut-être une rémission. Et de la part de son oncologue et de ses médecins, la rémission ne sera pas de grande durée, tout le monde le sait, quoi. Et plus la maladie avance, plus il est dans le déni. Et plus il va être dans ça va aller, je vais guérir. Et les dernières cassettes, je pense qu'il y a des trucs qui déconnent un petit peu. Je pense qu'il a dû réenregistrer par-dessus. Il perd un peu les pédales à la fin. Et ça se voit. Et surtout, son discours est ça va,
Et d'ailleurs, alors, dans le film, il y a un moment donné, on voit Richard qui prépare des médicaments et qui demande à son fils de Richard mourir. Boringer, oui. Et donc ça, je raconte ça, moi, avec Maxime, parce que pendant le déroulement de cette maladie, et donc pendant qu'il tourne ses cassettes, je l'accompagne dans sa maladie, mais je ne sais pas ce qu'il raconte dans ses cassettes. Il m'a demandé au début, donc on est fin août, début septembre, je lui amène la caméra, et il va mourir à peu près au mois de avril-mai, un truc comme ça. Ça dure 6-7 mois, quoi. Et un jour, donc je débarque, il habite à Dijon, moi je suis à Paris, je fais des allers-retours régulièrement, et un jour je débarque chez lui, et il est devant sa boîte de médicaments, qui sont les anciens, effectivement, médicaments de ma mère, qui avait beaucoup de problèmes psychiatriques, donc elle avait des médicaments un peu costauds. Et il sort plein de trucs, quoi. Et je lui dis, mais tu fais quoi avec ça, quoi? Et c'est un homme qui a toujours eu un discours. Moi, la mort, c'est moi qui décide. Je meurs où je veux, quand je veux. C'est pas elle qui mourra. Il y a un espèce de truc comme ça, quoi. Et donc, son discours, c'est je veux pas mourir à l'hôpital. Je meurs quand j'ai envie de le faire. Là, je me soigne. Mais si je sens que la maladie me grignote trop, j'arrête. Et donc, devant cet étalage de médicaments, moi qui connais quand même un peu, je lui dis, franchement, là, tu vas pas mourir, quoi. Tu vas te mettre encore plus mal, mais tu vas te faire un mélange de médicaments de merde et ça va pas marcher. Et sa première réaction, c'est de me dire, bah, trouve-moi ce qu'il faut. Comme dans le film, quoi. Comme dans le film. Et donc, je lui trouve ce qu'il faut. Sauf que quand on arrive à la fin, sa meuf m'appelle en me disant, là, il est chez lui, c'est fini, quoi. Tiens, voilà. Et puis tout le monde le sait, quoi. Donc, je saute sur ma bécane, la fameuse. Je descends à Dijon, j'arrive à Dijon et je lui dis, je vais je sais plus si elle est dans son armoire à pharmacie, je sais pas quoi, et je lui sors cette fameuse ampoule que j'ai fait. Enfin, c'est pas compliqué, hein, il prenait de la morphine pour calmer les douleurs. Moi, j'ai des potes médecins, je me renseigne un petit peu, la dose qu'il prend. Un médecin me dit, tu multiplies la dose par 8. Il la prend d'un coup, il meurt. Je multiplie la dose par 10 pour être sûr, et je lui fais une ampoule où je vide tous les médicaments dans une ampoule. Et donc, je vais le voir, il est liquide, quoi. Enfin, tu vois, tout le monde sait qu'il va mourir, quoi. Et je lui dis, écoute, parce que quand sa meuf m'appelle et lui me dit, il faut qu'il aille à l'hôpital. Et moi, je lui dis, si tu vas à l'hôpital, tu reviens pas. On le sait, c'est fini, quoi. Donc, si tu veux mourir chez toi, c'est maintenant. Et là, je me fais engueuler. Ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Je vais me reposer, Josiane m'attend. Et ça, c'est un sujet qui, moi, me passionne, sur lequel je continue de travailler, qui est euh, ici, maintenant, autour d'une table, avec la mort loin derrière la porte. J'ai de grandes conceptions sur comment j'aurais envie de mourir. Tu vois, le nombre de gens qu'on entend ah non, mais moi, j'irai jamais en EHPAD. Ah, mais moi, pas ceci, moi, pas cela. Et le jour où elle rentre dans tes pompes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'était le point de départ. Et finalement, c'est ce que tu racontes quasiment texto dans le film, en fait. Complètement. Sauf que dans le film, il le montre différemment et on a l'impression qu'il le prend. En fait, il change le truc. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on écrit, mais on a eu plein de surprises parce que, comme la scène où Richard doit trouver les médicaments, comme on en a fait un homme beaucoup plus dur, où le conflit était, on voulait vraiment que dans le scénario, le conflit entre Michel et son père était très très marqué. Nous, ce qu'on avait écrit, c'est que cette fameuse scène où il découvre les médicaments, où Michel, donc comme moi, quoi, voit son père en train le rapport était très agressif, très hargneux, quoi. Richard devait m'engueuler, ouais, vas-y, trouve-moi ce qu'il faut, nanani, nanana. Et moi, je devais dire non. Sauf que quand on fait la prise, Richard, pas du tout agressif, me fait, voilà, je veux pas mourir là-bas, donc le texte, machin, ouais, si tu prends ça, nanana. Et au lieu de dire là,
Alors il me dit ouais, prends les sous, tu peux, toi. Et puis en plus, bon voilà, avec ces histoires de drogue, etc. Richard dit toi qui es un fils, bah, toi qui es junkie, tu sais où trouver. Et c'est ça qui crée justement le fait que Michel veut pas rentrer là-dedans, puisqu'il est en train d'arrêter les drogues. Il est extrêmement blessé que son père continue à le prendre pour un junkie, etc. Sauf que Richard le fait de façon pas du tout agressive, et que surtout, à la fin, alors que moi je dois partir en claquant la porte, etc., à la fin de la scène, Richard me regarde et il fait « Aide-moi ». Et là, moi je réponds « D'accord ». Et quand on coupe, je regarde Max, le réalisateur, je dis il ne pouvait pas dire autre chose, enfin je veux dire Et il dit « Mais c'est ça qu'on garde, quoi ». Ouais. Donc tu vois, on change des trucs, quoi. Ouais. Et comme la scène à l'hôpital où je lui donne et il doit m'engueuler en me disant ce que m'a dit mon père, Josiane m'attend, sauf que là Richard dit maman m'attend, et qu'il repousse le verre. En fait, il garde le cadre sur maman m'attend, il coupe, on voit le personnage marcher, et on s'imagine qu'il l'a pris. Carrément. Et en fait, ça change tout, quoi. Et ce qui est assez beau, et moi ce qui m'a vraiment plu, c'est que donc ma mère est morte avant. Mon père a rencontré ma mère, il avait 16 ans. Il a passé sa vie avec cette femme. Il a rencontré l'autre femme, Josiane, mais genre 1 an avant que ma mère décède. Donc vraiment, la grande histoire d'amour de la vie de mon père, c'est ma mère. Et c'est assez... Moi, quand j'ai vu le film la première fois, Max me dit, j'ai changé un truc, j'espère que ça va te... Et moi, je fonds en larmes, quoi, parce que tout d'un coup, je dis, putain, en fait, Max a fait dire quelque chose qui est tellement vrai, quoi. Il va retrouver la femme qu'il a toujours aimée, quoi. Ouais. D'accord. Donc c'était l'authenticité que vous recherchiez, et Max et toi, en priorité, avec ce film. De toute façon, c'est un film vérité, hein. Le film, on écrit l'histoire. Tu vois, par exemple, l'histoire du bébé, elle arrive parce que, en fait, dans ma vie, j'ai un bébé à ce moment-là, quoi. Et on le met dans l'écriture. Ok. Ton fils, en vrai, joue ton fils pour de faux. Il n'y avait pas d'autres alternatives pour toi? Tu t'es dit, c'est comme ça que je vais toucher le plafond en termes de réalisme? Pas du tout. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que quand on écrivait, le fils de Michel, dans l'histoire, était plus jeune. Et moi, quand on écrivait le film avec Maxime, je venais de me séparer de la maman de mon petit garçon qui venait de naître. Donc on n'était plus ensemble. Je vivais dans le décor du film, donc dans un sous-sol. Enfin, c'était assez rock'n'roll. J'étais dans une période de ma vie assez difficile. Et en fait, Roméo venait tout le temps. Il venait très souvent. Et donc, on écrivait avec Max et on voyait Roméo tout le temps. Et nous, on écrivait un fils à ce personnage, à Michel, plus jeune. Et puis petit à petit, parce que, en fait, ce qui est notre fonctionnement avec Maxime, là, on continue d'écrire sur d'autres projets, notre fonctionnement, il est de puiser ce qui nous arrive, de puiser dans nos vies, de puiser dans nos histoires, mais comme plein de gens qui écrivent et comme plein de réalisateurs. Même quand tu écris une fiction totalement fiction, tu ne racontes que ta vie, en fait, dans la fiction. Comme là, on est dans un cinéma réaliste, c'est encore plus flagrant. Mais donc, on puise, et puis à force de puiser, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, pourquoi le fils de Michel, il aurait 11 ans? On n'arrête pas de... Et puis surtout, c'est que moi, j'ai un rapport avec Roméo très... Ouais, pote, c'est pas le mot, parce que je suis pas le pote de mon fils, quoi. Enfin, c'est un truc que j'ai pas envie je suis pas non plus dans ce rapport-là, mais je suis quand même pas non plus un papa standard, quoi. Est-ce que tu dirais que le rapport de Michel avec son fils, il ressemble de près avec celui que tu as? Oui, complètement. Il ressemble surtout au rapport que j'aurais pu avoir dans le temps, puisque moi j'ai consommé énormément. La période où j'ai consommé, si j'avais eu un fils plus grand, ça aurait pu complètement être le Michel Ok. et son fils, tu vois.
Et donc, moi, Roméo, il me raconte ce que ça veut dire grinder sa bœuf, tu vois. Il fumait des ouinges à la maison, je lui apprends, je dis, ah, vas-y, tes feuilles là, elles sont mal. Enfin bon, bref, j'ai roulé plus de joints que lui, j'ai presque appris à rouler des ouinges, enfin. Mais c'est là où je suis pas un pote, c'est que je fume pas de joints avec lui. Et il fume ses joints là-bas, mais ça n'empêche pas d'en parler, quoi. Et donc, en vivant ça, et puis on a vraiment un rapport très proche avec Roméo, on continue d'avoir un rapport très proche. En vivant ça, on écrit dans notre histoire. Et tout d'un coup, donc, l'enfant de Michel commence à avoir des réactions plus de 11 ans. Et on se dit, tiens, pourquoi l'enfant de Michel, il n'aurait pas... donc il a 17 ans à l'époque, il n'aurait pas 17 ans. Puis on écrit, puis un jour on se dit, on l'a sous la main. Pourquoi on va aller le chercher ailleurs? En fait, c'est comme ça que ça se fait. Il avait déjà fait un travail d'acteur avant? Jamais. Alors, ce Est-ce qui que va tu se l'as passer... coaché? Hein? Est-ce que tu l'as coaché? Surtout pas. Hmm. Surtout pas. Ce qui a été très très bien pendant le film, c'est que justement, j'ai pas joué le daron. J'ai pas fait. Quand on arrivait sur le plateau, c'était un collègue de travail. Et il y avait une personne qui nous coachait, c'était le réalisateur. Donc on travaillait avec le réalisateur. Ce qui était troublant, c'est qu'on a joué des scènes très proches de ce qu'on a vécu dans la vie, mais dirigées par un réalisateur, et on était tous les deux des collègues de travail. Et c'est une fois qu'on disait couper, qu'on était repassé aux loges et qu'on s'était démaquillé, qu'on pouvait tomber dans les bras l'un de l'autre. Hmm. Et par exemple, il y a notamment une scène qui a été, et vraiment on n'en a pas parlé, mais je pense qu'elle a été pour nous deux, autant pour Roméo que pour moi, une espèce de catharsis vitale qui a fait que tous les deux, à la fin de cette journée, on a su ensemble qu'il y avait une page qui s'était tournée. Et cette scène, c'est la scène quand Michel replonge. Donc son fils dit « Je ne veux plus te voir ». Il récupère le bébé parce que tu es en train de te piquer. Exactement, il récupère le bébé, il se barre avec le bébé, il le ramène chez sa mère, la mère ne veut plus voir Michel, menace de voir les flics, etc. Et là, Michel va se redresser. Il retourne en réunion alcoolique anonyme, il dit qu'il a 24 heures, il se met à rentrer vraiment dans les réunions et il s'engage, il va faire une formation de soudure, il se remet debout et il va dans la cage d'escalier, il l'attend dans sa cage d'escalier et il y a les mômes qui arrivent avec ses potes. Et la phrase du gamin, c'est j'ai peur que tu redeviennes comme avant. Et quand on fait cette scène, j'ai peur, non, je te promets, il lui explique, non, mais ça y est, je vais trouver du taf, etc. etc. Et à la fin de la journée, on sort du carloge et on se tombe dans les bras. On n'a même pas eu besoin de se le dire, quoi. On se tombe dans les bras et on sait qu'on passe à autre chose, quoi. Justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre relation après le film? Ouais, énormément, ouais. Et énormément. Alors, qui était déjà en train de changer. Moi, en fait, moi, j'ai consommé énormément dans ma vie. Et donc, j'ai élevé mes enfants dans la conso, et j'ai élevé Roméo dans la conso, j'ai élevé sa grande sœur dans la conso. Avec, évidemment, quand je quitte leur mère, qui est donc pas la mère du tout petit, mais qui est... J'ai ces deux enfants avec Françoise. Et quand je quitte leur mère, moi, je consomme. Et la réaction des deux, c'est... il va mourir, quoi. Il va mourir, il va consommer, voilà, il va plonger dedans. Et en fait, j'arrête. J'arrête de boire. Je buvais, c'était un poivreau, quoi. Je buvais comme un fou. J'arrête de boire. Je vais en réunion alcoolique anonyme et je m'accroche. Je rencontre une autre nana et je m'accroche. Et j'arrête de boire. Et je pense qu'ils ont mis du temps, évidemment, à y croire, hein. Moi, j'arrête de boire. Lola, elle a 16 ans. Roméo, il a 10 ans. Depuis qu'ils sont nés, ils m'ont connu dedans. Donc, ils se disent, il arrête de boire. La dernière fois, ça a duré une semaine. Évidemment. Évidemment que non, quoi. Et
quand le bébé arrive, donc moi, quand j'ai cette histoire de bébé, je suis en train d'écrire. Voilà, j'ai rencontré Max, je suis en train d'écrire. J'arrête de boire, mais je continue de prendre des produits de substitution aux opiacés. Je suis en traitement, un truc qui ressemble à la méthadone. Et quand le bébé arrive, je décide d'arrêter la méthadone. Après plus de 25 ans de bons et loyaux services, ce qui fait que c'est un enfer. Et évidemment, j'arrête, chose que je ne conseille à personne, j'arrête du jour au lendemain. Contre l'avis des médecins, contre l'avis de toute personne raisonnable qui me dit « il ne faut pas faire ça ». Faut pas faire ça, ça fait trop longtemps que tu prends des produits et mis bout à bout, si je prends de la substitution, c'est parce qu'avant je prenais d'autres trucs, enfin, etc. Donc, et particulièrement l'addictologue, je suis suivi dans un XAPA et l'addictologue me dit ton corps va pas supporter, ça va être trop violent pour lui, ton corps va pas supporter, il faut réduire. Et moi je sais pas faire ça. Et c'est ce que je lui dis, je sais pas faire ça, regarde. Et ça faisait 6 ans déjà que j'avais arrêté de boire. Je lui dis, c'est comme si tu me demandais à l'époque de boire 3 bières par jour. Ouais, c'est tout ou rien pour toi. Je sais pas faire autrement. Moi, je suis un alcoolique. Hein. Si je bois une bière, je te vide le bar et j'arrête de boire quand je suis par terre. Je peux pas boire une bière. Je ne sais pas faire ça. La seule chose que je sais faire, c'est ne pas boire la première bière. C'est ça que j'ai appris. Et donc, je lui dis, je vais faire pareil. Et jusqu'au moment, elle me dit, bon, ok, vas-y, on fait. Mais on met en place tout un truc de sécurité, de médecin, d'acupuncteur, d'ostéo, de bordel, d'examen, etc. Et je pars en vrille, quoi, parce que c'est un enfer. Tu bossais pendant ce temps-là ? Alors, j'ai heureusement assez peu bossé. J'en ai pas parlé dans le métier parce que c'est le truc un petit peu à pas trop dire. J'en parle maintenant parce que j'ai passé la route. Mais sur le moment, non. Et la grande chance, c'est que c'est une période où pendant 3 mois, je bosse pas trop, un peu. Je vais faire un petit cachet à droite, un cachet à gauche, donc j'y vais en disant que je suis pas bien. Et mais tu vois, je descends, je tombe à 47 kilos. Enfin, c'est un enfer, quoi. C'est vraiment un enfer. Et ce qui me tient debout, c'est qu'on continue d'écrire. On écrit avec Max. Et donc, on écrit dans cette cave où je fais 47 kilos. J'ai le bébé. Un peu plus d'un week-end sur 2, enfin tout est dur, quoi. Tout est dur. T'écris littéralement ce que tu vis. Ouais. Et on met tout dans le film, en fait. On met tout dans le film. Et ce qui va se passer dans cette histoire de film, c'est que donc on écrit un long métrage qui au départ est l'histoire de Michel et de son père, l'histoire des cassettes dont je parle là. Et puis comme souvent, il y a un truc qui bascule, on a des aides du CNC, on trouve une production, TS Productions. Qui, ça y est, part avec nous finance, nous rachète le scénario, nous paye pour écrire. Donc on commence à rentrer dans un truc. Et au bout d'un moment, ils nous disent super, vous écrivez bien tous les deux. Enfin voilà, il y a un truc, le film commence à tenir la route. Mais maintenant, ce qu'on voudrait, et d'une, pour chercher des financements, et de deux, pour voir aussi comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne tous les deux en écriture, mais comment ça fonctionne en tournage, hein. Lui réalisateur et toi, surtout ce qu'ils veulent voir, c'est aussi, ils se disent ce mec là il écrit son histoire quand même, parce qu'on est quand même très très proche de son histoire, va-t-il être capable de la jouer? Totalement, c'est une question légitime. Complètement. Donc ils nous demandent de faire des essais, de faire une espèce de bande-annonce de ce qu'on est en train d'écrire. Ce qui nous fait royalement chier. On n'a pas envie de faire ça, d'autant qu'on n'a pas fini complètement d'écrire. Et on se dit, on va pas faire la scène 1, la scène 18 et la scène 80. Tu vois, on trouve ça... Et donc, tout de suite, on dit, il faut pas qu'on fasse ça. Il faut qu'on trouve une autre idée, on fait pas ça. Ouais, vous n'êtes pas dit, on va écrire quelque chose juste pour ça, dans cet objectif. Eh ben, ce qui arrive tout de suite, c'est de se dire, on fait un court-métrage. On va faire un court-métrage. Mais on a, nous, ils nous disent ça, on est au mois de mars, on est en 2018. Ils nous disent début mars, on vous trouve une caméra là pour la semaine prochaine. Et le temps de monter, etc., on a rendez-vous avec des distribs, des trucs, des financiers, des machins à la fin du mois. Donc on a 3 semaines. Voilà. Et donc on se dit, ok, on écrit une histoire. Et c'est comme ça que vous accouchez de Beautiful Loser. On accouche de Beautiful Loser. Sauf qu'au départ, on écrit une histoire.
sur une nappe de bistrot et tout. Et puis on se dit putain, où Michel va en fait être jaloux de l'ex, de Sam. Puis c'est un truc qui tombe, hein, on dit, c'est pourri quoi. Et on trouve pas d'histoire. Et un après-midi, on est chez moi, dans ma cave, dans ce fameux sous-sol. J'ai le petit qui veut pas dormir. Et je le prends dans mes bras, je le berce. Et moi, à l'époque, je vais de plus en plus dans un monastère vietnamien bouddhiste pour me détendre, en plus d'aller aux Alcooliques Anonymes. Et je prends l'habitude avec cet enfant de lui mettre des chants vietnamiens pour le calmer et l'endormir. Et donc, on est avec Max en train d'écrire, le petit veut pas dormir, je le prends dans mes bras, je l'endors, je le pose. Et je reviens m'asseoir à côté de Max avec notre histoire pourrie qui tient pas la route. On se dit putain merde, on a 2 jours, faut trouver. Et avec son portable, il m'a filmé en train de bercer le bébé. On regarde le portable, on se regarde tous les deux, on fait putain c'est ça l'histoire. Parce que en plus on sait depuis le début qu'on veut tourner avec Richard Boringer, qui est un vieux monsieur qui est pas en forme. On n'a pas envie de faire des scènes avec lui qu'on ni queue ni tête. Et on se dit, on va écrire une histoire. Et tout d'un coup, on se dit, putain, mais Michel, on va lui mettre un môme là dans les pattes. Et on va écrire l'histoire de Michel et de son gamin. Et on reviendra au long métrage plus tard. Et on écrit ça en 2 jours. Et blam, on tourne en 3 jours, blam, blam, blam. Et le film marche du tonnerre de Dieu. Le court-métrage marche du tonnerre de Dieu. Et après, on retourne à notre film. Mais nous, bien, on retourne à notre film, Michel et son père. Et tout le monde nous dit, bah, il est où le petit? Et en fait, le petit arrive à la V10. On a écrit 10 versions, tu vois, parce qu'on fait par accident le court-métrage, quoi. Et tout d'un coup, on se dit, putain, mais oui, mais en fait, ils ont raison. Le long, c'est les 3 générations. C'est c'est tous ces mecs, quoi, en fait. Ouais, c'est super intéressant comment ça évolue. Ouais. Le film commence par un monologue de 3 minutes en caméra épaule. Ouais. Pourquoi? Pour poser le ton? Pour le perso? Une envie de comédien? Alors, pas du tout une envie de comédien. En fait, pendant l'écriture du film, toujours pareil. Moi, je vais aux Alcooliques Anonymes 3, 4, 5 fois par semaine. J'emmène Max assez souvent. Et dans une réunion, il est un peu plus loin et il voit il voit ça. Et à la sortie de réunion, il me dit putain, mais là, j'ai vu un plan, il faut qu'on écrive ça dans le film. Il faut qu'on écrive. Et puis là, ce que tu as écrit, parce que donc au début, moi, je viens de me séparer, comme ça, je me remets, tu vois, je suis en pleine sevrage de la méthadone, je suis vraiment en dessous, quoi. En dessous du niveau de la mer, quoi, mais vraiment bien en dessous, quoi. Donc je vais en réu, je suis pas bien, et il me dit putain, ce que t'as dit, il y a des trucs qui sont intéressants, et on écrit Donc on va rebroder toute cette histoire. Moi, je suis amoureux fou encore de la maman, donc je m'en remets pas de la séparation, je m'en remets pas du sevrage, je m'en remets de rien. J'ai cet enfant que je voulais avoir, mais évidemment pas dans ces conditions. Donc je suis malheureux comme les pierres. J'ai à la fois de la colère contre la maman et en même temps je suis totalement amoureux d'elle et en même temps je n'ai pas... Enfin, voilà quoi, je veux dire, elle est partie et j'ai rien à dire là-dessus. En vérité, je suis en colère contre la vie parce qu'elle n'est pas comme j'avais prévu, mais voilà quoi. Et donc en fait, on va faire un texte hyper écrit. Hyper écrit. Et on se dit que en fait, alors c'est osé. D'ailleurs, on va batailler pour que ce soit ce plan, parce que avec la prod. Ouais, la prod veut pas, la prod à la trouille, parce que le plan il fait 3 minutes 10, caméra épaule, pleine bille, et le discours de la prod c'est de dire si le spectateur n'accroche pas sur ce plan, on les perd dès le départ. Et nous, on dit, si on ne met pas ce plan,
avec ce qui se passe après, Michel est un trou du cul. On n'a pas d'empathie pour lui. On ne peut avoir de l'empathie que si on met ça. Et on va batailler, et on va avoir gain de cause, et je pense qu'on a eu raison. D'accord. Pour revenir avec la relation avec ton fils, est-ce que tu avais aussi envie, quand tu l'as inclus dans le scénar, de graver dans le marbre, à la manière d'un tatouage, cette histoire en commun que tu as avec lui? Oui, sûrement, bien sûr. Moi, en fait, quand j'arrête de boire, j'écris un spectacle qui s'appelle Junkbox, que je vais monter et tourner avec ma fille. Donc c'est très familial comme entreprise, en fait, tout ton... En fait, moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de travailler sur le vivant, sur mon vivant, Ok. et j'ai besoin de travailler avec mes proches et avec les gens que j'aime. Pourquoi, tu saurais dire? Ouais, parce que je pense que c'est... parce que ça me permet de leur dire ce que je n'arrive peut-être pas à D'accord, la dire. pudeur. Ouais, ou... Un peu comme ton père, il a utilisé les cassettes. Toi, Ouais, sauf que lui, il dit rien, au Mais final. toi, tu Et utilises en fait, je un pense pas que ce biais. soit une histoire de pudeur, en vérité, parce que j'arrive D'accord. assez facilement à parler avec mes enfants. Moi, j'ai vachement libéré la parole. Hein. J'ai vachement libéré la parole dans le sens où je ne cache pas ce que j'ai fait. Ça a toujours été le cas? Ouais, je pense que ça a été beaucoup le cas. Évidemment, dans l'alcool, pas trop, ou de façon assez bidonnée. Ouais, je te parle de tout, mais D'accord. tu vois. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai arrêté de consommer, il y a une chose que moi j'ai très très vite compris, c'est je peux pas revenir en arrière. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et j'ai vraiment bien zoné avec mes mômes, quoi. J'ai vraiment fait des trucs pas cool, quoi. Qui sont dans le film, hein. Bébé dans un sac plastique pour aller pécho de la cam dans des squats, ça, je l'ai pas inventé. Enfin, je l'ai inventé le jour où je l'ai fait, mais pas dans le film, quoi. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que le cachet ne me sert à rien. Et surtout, ce que j'ai trouvé très très vite important, c'est que j'ai assumé leurs paroles. C'est-à-dire que je suis capable de dire au jour d'aujourd'hui, ouais, j'ai déconné là-dessus. Ok. Mais je suis aussi capable d'entendre que mon fils, ma fille me disent, putain, le jour où t'as fait ça, qui pourrait me paraître totalement anodin, le jour où t'as fait ça, vraiment t'as merdé. Et donc, si eux, ils pensent ça, c'est qu'eux qui ont raison. C'est pas moi à leur dire « Non, mais là, t'exagères ». Non. Si eux, avec tout ce qu'ils ont vécu, il y a eu, dans mon souvenir à moi, des scènes beaucoup plus graves qu'ils ont zappées. Tant mieux, peut-être. Ouais, tout est subjectif, bien sûr. Complètement. Et donc, c'est là où ça libère la parole. Faire un spectacle avec eux, c'est une autre façon de dire « Regardez comment on peut se réparer ». Regardez comment on peut, ensemble, aller vers autre chose. Créer autre chose. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas. Quand mon fils m'écrit, il fait de la musique, il fait du rap, il écrit une chanson qu'il m'envoie timidement, terrorisé, où les premières paroles, c'est Papa boit dans le garage. Et toute la chanson, c'est comment il flippe en bagnole, comment il flippe parce que je l'emmenais partout, comment il flippe les bastons dans les bars, les trucs, les machins. Je veux dire, c'est tellement énorme ce qu'ils ont vécu qu'il y a un moment donné, on trouve ensemble un autre moyen de passer au-delà. Et donc c'est ça la catharsis. C'est-à-dire que les bastons dans les bars, je peux pas les enlever. Je peux pas, c'est fait, quoi. Il flippe parce que les chaises, elles volent, et que lui, il a 6 ans, que la gamine, elle se retrouve dans des sacs en plastique à 6 mois pour aller pécho de la cam. Je peux pas enlever ça. Ils savent ça. Ce qu'on peut faire ensemble, c'est que je peux leur montrer que maintenant, on peut faire autre chose. Réparer le présent. Ouais, réparer le présent.
Tu sais, donc je te disais, j'y vais dans un monastère. Et la mère supérieure m'a dit une fois, je vais t'apprendre à changer ton passé. Ok. So, what the fuck Ouais. pour Quel une est ce remède? Quel est ce remède, surtout pour une bouddhiste, où on est quand même dans le ici et maintenant. Totalement. Et là, elle me dit, si aujourd'hui, tu fais avec amour, du mieux que tu peux, tout ce que tu as à faire, tu t'inventes un meilleur passé pour demain. Ok, pour elle, c'est rétroactif, quoi. Ouais. D'accord. Et t'en as parlé à tes enfants? Tu Ouais. leur as demandé si c'était rétroactif? Ben, en tout cas, faisons-nous, à partir d'aujourd'hui, un autre passé. Hmm. Et c'est ça, monter des spectacles avec eux. C'est ça, faire des films avec eux. Là, je viens de tourner, Roméo vient de faire son premier court-métrage, je tourne avec lui. Ok. L'usage à outrance du verlan, c'est toi qui parles comme as ou c'est ça que tu voyais dans le perso? Non, moi je parle comme as. Enfin, je parlais comme as. J'ai vraiment mis de l'eau dans mon vin. Et c'est mon armure. C'est ma barrière. Et ça revient de temps en temps quand je suis très intimidé ou quand je suis très nerveux. Il y a des mots qui reviennent, quoi. Après, moi j'ai quand même toute ma vie parlé un peu comme un charcutier. J'ai quand même très souvent ponctué mes phrases de enculé tu vois, à la place des virgules. Hein. C'est quand même un mot qui a été Normal. très, très présent dans mon vocabulaire. Mais c'est vrai que, et c'est marrant parce que ça, c'est l'écriture qui m'a fait sortir de ça. Plus j'écris, plus je sors de ça parce qu'en fait, l'écriture me. Plus t'écris, mieux tu parles. Ben, oui, parce que ça m'oblige aussi à chercher d'autres façons de m'exprimer. Et, Totalement, je et puis comprends surtout, c'est complètement. qu'à un moment donné, j'écris aussi pour qu'on me comprenne. Et que donc, par exemple, c'est drôle parce que tu vois, quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, évidemment que j'étais intimidé. Donc je faisais mes partages, mais en verlan avec des mots de manouche et la pilla, ziva, et tu vois. Et il y avait plein de gens qui venaient me voir à la fin en me disant, ça a l'air bien ce que tu dis, mais on comprend pas. Ce qui était un peu ballot, quoi, pour partager ensemble, quoi. Tu m'étonnes. Alors c'est réalisé ou co-réalisé par Maxime Roy? Non, on écrit ensemble. Quand on a fini d'écrire, et d'ailleurs c'était rigolo parce que ça avait dès le court-métrage, puis le court-métrage, on finit d'écrire la dernière ligne la veille de tourner, tu vois. On est encore dans la réécriture de la dernière version, d'essayer de peaufiner. Et donc le lendemain, on arrive sur le plateau, et il me dit attends, peut-être j'aimerais bien changer ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là, moi je lui dis stop. C'est toi le chef? Je fais l'acteur, tu fais le réal, je t'écoute. Je peux pas faire les deux. C'est trop compliqué pour moi. Je peux pas faire les deux. Tu voulais pas ou tu pouvais pas? Je pense que je pouvais pas. Et je pense que les deux, parce que je pense que si j'avais voulu, ça aurait été une très mauvaise idée et j'aurais été un mauvais acteur. Pour ton premier long, c'était peut-être trop ambitieux, c'est ce que tu veux dire? C'est pas une histoire d'ambitieux, c'est qu'à un moment donné, il faut tout mélanger. Et d'ailleurs, je vais te raconter le truc. C'est que, en fait, ce film et ce court-métrage marchent pour une simple et bonne raison, c'est que on écrit autour de mon histoire. Et au moment où on tourne l'histoire de Michel. Et c'est un personnage. Et je fais un travail d'acteur et je raconte un personnage. Si je raconte la vie de François Creton en faisant le film, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt. Ça va devenir impudique. Ça va devenir prétentieux. Donc t'as jamais été puisé dans ta propre histoire? Tout est puisé dans ma propre histoire. Mais dans les sentiments, je parle. Le tournage, oui, mais les sentiments, c'est toujours pareil. Quand tu es acteur, tu vas dans un personnage avec tes sentiments. Donc c'est toujours tes sentiments. Mais quand t'es face mais à c'est au Boringer, service d'un personnage. quand t'es face à Boringer, tu parlais pas à ton père? Je parle à... Le tien? C'est pas François qui parle à son père. D'accord. C'est Michel Ok, tu fais la qui distinction parle à son père. claire et nette. Ouais. Et d'ailleurs, la première scène dont tu parles, ce fameux plan, Oui. Quand on le tourne, en fait, on est dans les bureaux de la prod, à l'arrache, avec quelques potes des Alcooliques Anonymes qui viennent. On n'a pas assez de monde. Il y a une secrétaire de prod qui vient nous faire de la figure. On s'en fout, c'est un gros plan. Hein? On s'en fout, c'est un gros plan. C'est un gros plan, mais il y a un peu des gens en amorce. c'est vrai. Il y a quelqu'un derrière. On fait la scène. Et
c'est pas mal, mais ça marche pas. Ça marche pas. Tu vas pas là où tu as envie d'aller. Je suis pas là où j'ai envie. On se regarde avec Max. Max, en plus, c'est génial parce que Max est au cadre tout le temps. Donc, il y a un truc très animal, très, tu vois. Et coupé, on se regarde et on est d'accord. On n'y est pas, quoi. Donc, on fait plusieurs prises. On n'y est pas. Puis, à un moment donné, Max, il dit, OK, on arrête. Tout le monde sort. Sortez du plateau, tout le monde sort. Et on reste tous les deux. On n'y est pas. Puis, on parle pas beaucoup. Puis, tout d'un coup, il me dit, viens voir. Je me mets à côté de lui, il me regarde, il me fait « Arrête de faire François. Fais Michel. C'est Michel. C'est Michel, le personnage. » On y retourne, on fait une prise, c'est la bonne. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que, par exemple, la catharsis, elle fonctionne quand je suis avec Roméo, avec mon fils, c'est que sur le plateau, je ne suis pas avec mon fils, je suis avec un collègue de travail qui joue le rôle de Léo, le fils de Michel, et je joue Michel. Et ça n'est que comme ça que ça marche. Sinon, ça devient du psychodrame. Et si ça devient du psychodrame, on est à côté. On est à côté parce que je m'écoute. En fait, pour que mes sentiments... Alors après, moi, c'est mon travail d'acteur, c'est ma façon de faire. Pour que mes sentiments de moi, François, soient totalement au service du personnage que j'interprète, il faut que j'oublie François. Il faut que François se taise. Il ne faut plus qu'il soit là. Sinon, ça devient Sinon, ça reste dans ma tête. Moi, mon travail d'acteur, il n'est jamais dans ma tête. Il n'est que là. Mes émotions, elles ne sont pas dans ma tête. Mes émotions, elles sont dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mes couilles, dans mon cul, dans mes jambes. Elles ne sont pas dans ma tête. Si elles sont dans ma tête, c'est un télo. Je me branle le citron. Et on voit... Enfin, ça marche pas. C'est pas d'autant plus compliqué, sachant d'où tu pars, la source, tu vois, parce que c'est ton histoire finalement. Oui, mais c'est là où c'est en vérité plus simple. Ok, dans quel sens? Oui. C'est plus simple parce qu'au moins, ça me libère. Et ça me permet, si j'intellectualise, mon cerveau, ma tête, va m'empêcher, par pudeur, par orgueil, par ceci, par cela, de ne pas montrer François dans certaines postures. Tu vois. Si j'enlève tout de ma tête, que je fais Michel, je peux tout montrer. Je peux le montrer ridicule, je peux le montrer moche, je peux le montrer beau, je peux le montrer dans tous les sens. Parce que c'est là où pour moi, un personnage, il est beau quand il n'est pas beau. Quand il se laisse voir les endroits où c'est pas si bien. Quand il est humain, quoi. Ouais, c'est ça. Ben oui, complètement. Et on est dans notre humanité. C'est Gougo qui disait je suis un lâche et un héros en même temps. Alors du coup, tu as répondu à ma question avant que je la pose, donc c'est parfait. Je vais passer à la prochaine, parce que je voulais savoir c'était quoi la dynamique entre vous deux. Entre le réal et tu vois, est-ce que t'allais vers lui avant la scène? Est-ce que... Non, on tourne. Et puis là, moi, je continue de bosser avec Maxime. Là, on a fait un film au mois de juin, ensemble, dans lequel où j'étais en fait son collaborateur artistique, et on travaille de la même façon. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, et on a un rapport qui est presque animal, et d'ailleurs, qui a encore un truc qui passe pas vraiment dans la tête, quoi. Et en fait, on tourne. Et même Max, c'est pas très bien. C'est pour ça que c'est lui qui porte la caméra. Il n'a pas un découpage hyper précis dès le départ, quoi. On sait la séquence, il a une idée de comment, tu vois, mais on rentre dedans, quoi. Et la dynamique, c'est... donc on a travaillé, on sait où on en est, la direction, l'évolution du personnage, sa trajectoire. Donc on en est là, à ce moment-là. Donc, comme souvent, on tourne dans le désordre. Et encore, on a essayé de pas trop être dans le désordre, mais d'avoir, voilà. Et ensuite, on fait, et c'est à la fin de la première prise, on va chercher ailleurs. Et ce qu'on a fait, c'est que on fait beaucoup de prises avec Max. Et on cherche. Donc on va dans des directions. Et c'est là où t'as pas intérêt de rentrer dans ta tête, quoi. Quand tu dis beaucoup de prises? Bon, on peut en faire 30, 37, quoi. Non. Ouais. À la Kubrick, quoi. Ouais, on fait des prises, quoi.
Et moi, j'adore parce qu'il y a un moment donné, tu sais plus où tu vas, quoi. Il y a un truc donc qui est obligé de se lâcher et qui vraiment, et c'est encore cette histoire de pas être dans la tête, quoi. Euh, c'est Tu es obligé de lâcher et donc de toutes tes émotions, elles sortent de ton corps et donc à un moment donné, on va aller plus par là, on va aller plus chercher plus dans la mélancolie, peut-être là un peu C'est plus dans la exactement ce que tristesse, un disait peu plus. Tom Cruise après Eyes Wide Shut. Quand on lui demandait c'était quoi de travailler avec Kubrick et de faire 40 prises, il disait exactement ce que tu es en train de dire. Tu sais plus où t'es, Ouais, tu sais donc plus où c'est le t'es, ouais. lâcher prise. Mais moi, j'adore en fait, quoi. En fait, mais moi, ce que j'adore dans le métier d'acteur, c'est ça justement, euh, c'est le seul métier où en fait, tu n'as pas besoin de contrôler tes émotions. Dans la vie, on est tout le temps en train de faire attention à nos émotions, dans nos rapports avec l'autre. Là, tu peux tout lâcher, parce que en plus, si c'est pas la bonne, tu peux le refaire. Un truc de schizo, mais quand même génial. Putain, tu peux refaire, quoi. Et t'as quelqu'un, quand t'as un bon réalisateur, une bonne réalisatrice, à côté de toi, pour t'aider à aller dans la bonne émotion. C'est extraordinaire. Quand même, c'est un truc, mais quel confort de vie, quoi. De vie ou de travail. Les tatouages prennent une certaine place dans l'image, dans ta vie à toi aussi. T'en as pas mal. Ouais. Combien, tu sais? Quoi? Combien? Tu sais, tu saurais Combien dire? j'en ai? Ouais. Aucune idée. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'encre dans la peau? C'est alors bon, le truc tellement classique de dire les cicatrices de la vie, mais t'as vu ce film Memento? Je l'ai pas vu en entier et je me dis à Le chaque mec fois, qui il faudrait que je le voie. Oui, mais je vois Ce mec totalement ce qui que c'est. perd, qui, Bien qui sûr. toutes les nuits se rappelle pas de ce qui s'est passé et se tatoue pour. Mhm. Mais il y a un peu de ça. Moi, j'aime bien J'ai besoin de me rappeler de la vie, quoi, que j'ai eue. D'accord. C'est comme un livre. C'est une Ouais, j'ai besoin de écriture me dans un rappeler de la vie que livre. j'ai eue. Moi, j'ai commencé à me tatouer très jeune et j'en ai partout maintenant. Et je continue de me tatouer. T'as peur d'oublier? Ça veut dire quoi? J'ai Non, besoin de j'ai me pas peur rappeler. d'oublier. Alors, d'oublier. Moi, j'ai une histoire assez compliquée quand même dans ma vie. Euh, et je pense que il y a des moments charnières qui sont marqués par des tatouages, qui ne sont pas oubliés, mais qui sont euh, à ce moment-là, j'ai changé de route, et heureusement. Et ça, ne l'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. Tu vois, par exemple, aux alcooliques anonymes, moi maintenant, ça va faire bientôt 14 ans que j'ai arrêté de boire. Je continue d'aller en réunion, 3 fois par semaine, au moins. Et quand je vais en réunion et que je vois quelqu'un qui pousse la porte, qui a encore bourré, ou qui a arrêté, ou qui a posé son verre hier, Comme cette fille qui est enceinte dans le film. complètement, ça me rappelle d'où je viens. Et j'ai besoin de me rappeler d'où je viens. Parce que la première bière, elle est jamais loin. Mais comme la vie, elle est jamais loin. Moi, j'ai vécu des trucs très traumatisants dans mon enfance. Et j'aurais pu basculer. J'ai basculé vers des produits, mais j'aurais pu basculer dans des trucs beaucoup plus gore. Et je ne l'ai pas fait. Et j'ai besoin, moi, de me rappeler comme un point d'équilibre, en fait. Mes tatouages, c'est un point d'équilibre à l'intérieur de ma vie. C'est des points d'équilibre, quoi. Ne pas chuter. Tenir debout. D'accord, c'est intéressant. Ta collab avec Clotilde Courreau, Richard Boringer, Ariane Ascaride, tu nous racontes comment tu les as séduits? Alors, Ariane Ascaride, par exemple, dit un truc on parlait de la tête tout à l'heure. Quand elle cherche un personnage, premier truc qu'elle cherche, c'est les pompes. Parce qu'elle va chercher ce qui est le plus loin de sa tête. Ok. Hein en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les trois... Alors, Richard, dès la V1, on savait que c'était lui. On voulait que ce soit lui. Tu savais pas comment, mais ce sera lui. Alors, Maxime connaissait Roman. D'accord. Donc, par le biais de Roman, qui fera Beautiful Loser Ok. avec nous, qui fera le court-métrage, qui fera la meuf de Michel. Extraordinaire.
euh, nous branche avec Richard. Et à la fin de la V1, Richard dit OK. Il se voit avec Max, etc., etc. La rencontre avec Richard, extraordinaire. Donc au bout d'un certain temps, Maxime me dit bon, maintenant, il faudrait que tu rencontres Richard. Richard est déjà à l'époque un monsieur quand même malade. Il est en traitement depuis un bout de temps. Il a eu un cancer avec des rémissions, mais qui fait des vagues. Donc il a à l'époque où on est en pleine écriture, il est en traitement. Et donc on va le voir, il habite à Duroc, on a rendez-vous dans le café en bas de chez lui. Il y a une table comme ça, lui il s'assoit ici, moi je m'assois là. On se dit pas un mot. On s'est dit bonjour du bout des lèvres en arrivant, on se dit pas un mot. C'est Max qui tient le crachoir tout seul. Et Maxime dira après, il a dit dans une interview, il a dit j'avais l'impression d'avoir des animaux en face de moi qui se reniflaient. Et on est comme ça, et il y a vraiment un truc de corps, quoi. Et à la fin du rendez-vous, moi, évidemment, je suis hyper intimidé. Richard Bohringer, c'est quand même... tu vois, c'est... Waouh, quoi. Voilà, pas l'acteur. On en a rêvé en écrivant. C'est un acteur que j'adore, qui a une réputation. Donc j'ai un peu la trouille. Et donc je suis hyper impressionné, quoi. Je sais qu'il a dit oui, mais quand même, et j'ai très très peur que tout d'un coup en me voyant, ils disent « Ouais, je veux bien faire le film, mais pas avec celui-là. » J'ai peur de ça. Mais, et puis quand je vois sa tronche, et quand je vois mon père, il y a vraiment un truc. Et d'ailleurs, je suis allé le voir là au théâtre. Il est au théâtre de l'Atelier, sublimissime. Et quand il arrive à contre-jour, il a un pull genre Saint James, un peu élimé. Je l'ai vu arriver, j'avais eu l'impression que c'était mon père. Wow. Mon vrai père. Arrivé comme ça, à contre-jour. Et il y a vraiment un truc très similaire. Ils n'ont pas la même gueule, mais il y a quelque chose de très très fort. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et on sort du café. Et je dis à Maxime, c'est mon père. Et à ce moment-là, il reçoit un message, un SMS de Richard qui dit, c'est OK, c'est avec lui. Alors que vous étiez pas dit un mot. On s'est pas dit un mot. On s'est pas dit un mot. Donc il jaugeait. Et moi, je le reniflais. On se reniflait, quoi. Mais il y a vraiment un truc animal, quoi. Et après, on est devenus potes sur le tournage, mais de ouf, quoi. Et on a découvert qu'on a été dans la même cellule de la brigade des stupes quai des Orfèvres au dernier étage, à quelques décennies près. Mais dans le couloir, au fond, la cellule au fond, à gauche. Ah ouais, toi aussi, ouais. Bah. Grande amitié. Et puis après, Clotilde. Et pareil, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a les gens aux qui on a proposé, tu vois, par exemple, pour faire la meuf de... Donc, Richard, il dit oui tout de suite. On écrit, on cherche. Quand on se dit la meuf de Richard, ce sera Ariane, on n'a pas d'autre idée. Et elle dit oui. Clotilde, ça va être un peu différent. Quand tu dis elle dit oui, tu lui as envoyé le scénar Il la rencontre. Via son agent. Il la rencontre. Alors, je crois qu'il lui envoie le scénar, mais surtout, il la rencontre. Elle lit le scénar. Elle lit le scénar. Ouais. Elle dit, je veux rencontrer Max. Ouais. Et tout de suite, elle dit, OK, on est de la même famille. Et après, on se rencontre tous. Et tout de suite, on est... et Ariane va dire, j'ai dit oui parce que c'est ma famille. On est de la même famille, on parle de la même chose, ensemble. Il y a un truc tout de suite qui est... voilà. Ce qui va être différent avec Clotilde, c'est... on fait le court-métrage avec Roman. Donc nous, évidemment, après, dans le film, on dit, avec Roman. Et là, gros hic, c'est que tout le monde nous dit, prod, tout le monde nous dit, mais Michel ne peut pas être le mec de Roman et le fils de Richard. Ça marche pas. Ça se voit trop. Et on va, tu vois, on se dit, non, mais on va l'atteindre en blonde, si elle est d'accord, on va lui couper les cheveux, on va faire. Et tout le monde dit, non, ça marche pas. Et puis même, au niveau de l'inconscient collectif, tout le monde sait qui est Roman, qui est Richard. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on les a comme ça. Et l'autre idée qui nous vient tout de suite, c'est Clotilde. Et pareil, qui dit oui tout de suite. Alors, il y a quelques personnes qui vont nous dire « Oh, Clotilde, pourquoi la princesse et tout ?» Alors là, vous allez vous détendre. Parce que avant d'être une princesse, Clotilde, c'est Clotilde.
Et elle est magnifique en princesse, mais elle est magnifique en caissière de chez Cora, quoi. Et ça le fait, mais alors... Et après, moi, je vais avoir besoin d'une marraine parce que je vais être dans les prénommés aux révélations des Césars. Et ce sera Romane, ma marraine. C'est chouette. Ouais, c'est cool. Ouais. Dans le film, il y a les chansons Mon vieux de Daniel Guichard et Sur la route de Memphis d'Eddie Mitchell. Ouais. Bon, ça ne nous rajeunit pas, Non. mais quand tu veux une chanson précise qui est connue comme celle-là, c'est quoi le process pour obtenir les droits? C'est la prod qui a géré Ouais, c'est ou la tu prod, sais un peu? c'est la prod et c'est pas les auteurs. Bon, après, ils sont là ou ils sont pas là, mais c'est pas eux, c'est les maisons de disques. Ces maisons de disques, c'est des droits, et puis tu as des droits forfaitaires selon. Après, il y a des barèmes. Et le gros truc qui va vraiment. Par exemple, quand on commence le film, enfin, quand on est prêt à tourner le film, la prod commence à avoir des financements, etc., etc. Et on est à l'avance sur recette, on n'est pas sûr de l'avoir. On passe en plénière, et genre, on tourne 15 jours après, quoi. T'expliques, plénière? Plénière, ça veut dire qu'en fait, ton dossier est accepté et tu vas le défendre à l'oral. Donc on y va ensemble avec la productrice, on est tous les trois, devant un jury, une tablée comme ça en face de toi, avec des gens qui te posent des questions, et tu défends ton film, quoi. Alors, c'est assez impressionnant, mais en même temps, si t'es là, c'est parce que t'as été sélectionné. Donc ils sont bienveillants. Il n'y a pas de... Tu vois, t'as un peu la trouille avant parce que tu dis, putain, je vais me faire tailler en pièces, mais pas du tout. T'es pas du tout devant des gens qui veulent te tailler en pièces, t'es des gens qui sont là plutôt pour dire, bon, on est à 2 doigts de, donc allez-y, faites-nous encore plus envie, quoi. Ok. Et on a le CNC, Oui, et donc on a les chansons. d'accord. Parce que c'est une sorte de thune, hein, tu payes. Hein. C'est par le CNC, enfin, Alors, le CNC, nous, on a l'avance sur recette, donc ça veut dire que c'est des sous qui va augmenter le budget de production. d'accord, c'est ça. Et donc, grâce à ça... Vous pouvez avoir les chansons. ouais. Mais sinon, vous n'auriez pas pu. C'était trop cher? Il se serait démerdé. Je pense que, en tout cas, quand on a eu le CNC, je sais que notre productrice nous appelait en disant « Waouh, c'est cool, on aurait Eddie Mitchell, quoi. » Ouais, d'accord. Parce que c'est sûrement un peu cher, mais après, moi très sincèrement, c'est des questions que j'ai pas... Non, tu sais pas du tout. En plus, je tournais, je faisais Michel, m'occupais pas de ça, quoi. Ouais, je me suis toujours posé la question, combien ça pourrait valoir, ou à quoi c'est dû? Est-ce que c'est le temps que tu utilises dans le film? C'est le temps. Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a des barèmes, grilles quand ouais. même. Tu vois, c'est sûr que si tu veux les Rolling Stones, je pense que la grille, elle doit être beaucoup plus chère qu'Eddie Mitchell. Je sais que Johnny Hallyday, parce qu'on y avait pensé, c'est très très cher. Et qu'après, il y a des... Alors, en vérité, il faudrait vraiment demander à la productrice, mais je crois qu'il y a des cases, et après, selon le temps... Je sais pas si c'est selon... Mais je crois que c'est selon le temps, ouais. Ok, je me renseignerai. Un long, en dur, en sérieux, Cannes, tout ça, ça t'a ouvert des portes? Ouais. T'as fait quoi depuis? Grâce à ça. J'ai fait plein de trucs. Grâce à ça. Ouais, grâce à ça, ouais. Grâce à ça, j'ai fait plein de trucs. Surtout, j'ai trouvé un agent. J'ai trouvé une agent extraordinaire avec qui je m'entends, mais à merveille. Et Est-ce que c'est la caricature de l'agent? Je te prends 10% et puis... ouais, mais pas du tout. Elle me fout sur plein de castings, quoi. Plein de castings. D'ailleurs, faut que je fasse une tape là ce soir en rentrant. Ah, les fameuses tapes. Tu nous racontes une tape? Ça te fait pas chier, toi? Oui et non, parce que moi maintenant j'habite en Normandie, tu vois, donc des fois pour un casting, si je peux faire une tape de chez moi plutôt que de faire un aller-retour à Paris, ça Bien sûr, mais m'arrange. c'est vrai que c'est revenu en force avec le Covid, tu vois. C'est revenu à mort avec le Covid. et- Et ça reste un peu. Après, oui, c'est plus sympa de voir... on va dire qu'une tape ne nous le rend pas assez juste pour la première étape. Tu vois, si la tape convient, en fait, la directrice de casting, elle pense à toi, ton agent pense à toi. Ils te demandent une tape. Comme ça, ils vont le montrer. De toute façon, c'est ce qu'ils montreraient au réalisateur. Ton premier rendez-vous de casting, le réal n'est pas là. Donc, en fait, on va te filmer Bien sûr. en te faisant un truc et on va le montrer au réal. Et si ça marche, là, ce qu'on appelle un recall, et là, tu vas y retourner et il y aura le réalisateur qui sera présent et ça va le faire ou pas le faire. Donc, à la limite, ce premier rendez-vous, bon, bah, c'est toi qui le fais. Alors, des fois, dans ma Normandie, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver quelqu'un pour te filer la réplique. Ça, c'est sûr que... Mais bon, l'épicière d'à côté de chez moi fait ça très bien. Et Ton fils?
Bah, il est pas là, il est pas en Normandie, mon fils. Ouais, mais ça lui donne l'occasion de venir te voir. Oui, voilà, sinon, ouais. Il faut que ça tombe les week-ends où il est bien, quoi. Alors, on va passer un petit peu à autre chose. Euh, on se connaît quasiment depuis mes débuts. Il me semble que tu avais un petit rôle dans Gears of War 2, un jeu vidéo. Et puis, bien sûr, Joker, le pilote du Normandie dans Mass Effect. Ouais. C'était de la SF. Ouais. C'est quelque chose avec laquelle tu aimerais jouer au Cinoche ou tu préfères rester dans le réaliste à l'image? Ah non, mais moi, j'aimerais jouer dans tout, moi, dans plein de trucs différents. La SF, ça te fait rêver? Ah ouais, ouais. Mais tu vois, depuis, j'ai tourné... j'ai continué à faire des trucs réalistes. J'ai fait un film d'époque qui se passe pendant la guerre. Ouais, d'avoir des horizons différents, c'est super. J'ai tourné dans Engrenage, je fais un voyou, tu tires avec des flingues et tout. Hein, bah, c'est trop rigolo, quoi, tu vois. Je sais pas, on a dû niquer 250 cartouches dans la journée. Bah, c'était vraiment génial, quoi. Ah, tu t'es bien éclaté? Ouais. Ouais, donc t'as pas un genre en particulier ou de privilégié Non, parce qu'en plus, comme acteur, et tu vois, par exemple, j'ai fait des rôles. Là, quand je faisais le film d'époque, j'ai fait vraiment le rôle d'un enculé. J'ai fait le rôle d'un mec qui existe. C'est une histoire qui s'est vraiment passée. C'était un film de Philippe Leguet qui s'appelle l'affaire Annette Zellman. Ça se passe pendant la guerre. Et moi, je fais un mec qui s'appelle Robert Le Vigan, qui est un acteur d'avant-guerre, qui a existé, qui a été un gros collabo, antisémite, grand ami de Céline, antisémite. Euh, et j'ai trouvé ça super intéressant de le faire. Et pourtant, quand j'ai regardé le parcours de ce mec, les scènes qu'il y avait à faire, etc., difficile à défendre. Hein. Ouais. Il était assez difficile à défendre, quoi. Mais... Mais c'est pas ça qui est fun aussi? Hein? C'est pas ça qui est fun aussi, de jouer un mec que t'es pas du tout et que tu... Non, c'est intéressant de jouer un mec que t'es pas du tout, mais quand même, pour justement avoir le truc dont on parlait tout à l'heure, de cette histoire de lâcher prise, il faut qu'il y ait un endroit à l'intérieur de toi où il y ait de l'empathie. Il faut qu'il y ait un endroit où tu adhères quelque part. Pour faire un enculé, il faut que tu l'aimes. Sinon, tu le caricatures. Donc, il faut que tu trouves un endroit où toi, ton empathie, elle puisse trouver... Et là, c'était pas facile, quoi. T'as galéré. Pour les fans d'animé, t'en as fait un paquet. Ouais, plein. One Piece, Bleach, Jojo, Hunter x Hunter. Est-ce que ton approche de Blue comédien... Exorcist, Ouais. Est-ce que ton approche de comédien est différente quand tu bosses sur un animé ou pour toi, tu préfères aborder les choses sous un même angle? Alors, c'est un peu compliqué. Je vais avoir une réponse de Normand. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ça reste... Moi, je donne des cours de doublage. Et je défends, parce que c'est la façon dont je pratique, ça reste, quoi qu'il arrive, un métier d'actrice et d'acteur. Donc, de toute façon, je fais l'acteur. Il est évident que je ne vais pas mettre en route les mêmes moyens. Mais je recherche quand même la même chose. C'est-à-dire que quand je double un animé ou quand je double une série, un personnage en chair et en os, je vais avoir le même... je vais rechercher la même chose qui va être l'absence de ma tête. C'est-à-dire que je ne passe pas par la réflexion. Je passe par le ressenti. D'accord. Je vois la boucle. Je vois les personnages que j'ai à faire, l'émotion que je vois à l'écran, où elle me percute, à quel endroit elle me fait quelque chose. Et c'est ça que je fais ressortir. Ce qui est différent quand je suis derrière une barre, c'est que mon moyen d'expression est ma voix. Donc je sais que je n'ai pas le reste pour utiliser cette émotion que j'ai envie de faire ressortir. Donc il faut que je mette cette émotion, il faut que ma voix soit totalement au service de cette émotion. Donc il y a quelque chose qui va être différent dans la façon dont je vais porter ma voix, dont je vais être tout entier dans ma voix. Quand je suis devant une caméra, ou moi j'ai fait beaucoup de théâtre de rue, ou quand je suis dans la rue, mon émotion, elle va être aussi avec tout le reste. Elle va être avec mon corps, elle va être avec mon regard. Par exemple, j'ai travaillé pendant très longtemps dans la rue, dans une compagnie qui s'appelle les Souffleurs Commando Poétiques. On chuchotait de la poésie dans l'oreille des gens.
On travaillait énormément avec le regard, comment tu chopes dans la rue les gens, beaucoup avec le regard. Donc voilà, tu utilises des choses différentes. Mais le fond est le même. Je ne vais pas me dire « Ah, je fais du doublage, donc je vais rentrer dans une autre catégorie d'interprétation. » Ma catégorie d'interprétation est toujours la même. Aller chercher le plus profondément possible l'émotion que ça me fait. Je lis un texte, quelle émotion ça me fait ? Je vois une image, puisque je dois doubler un personnage, je vois dans quelle émotion il est, bam, qu'est-ce que ça me fait, quoi. Tu dirais que ce métier est juste ou injuste ? Totalement injuste. Mais Dans quel sens ? parce que c'est un métier hyper injuste, hyper difficile. C'est-à-dire qu'un jour, tu es dans le désir, et puis le lendemain, tu es dans l'oubli, et puis le surlendemain, tu es dans le désir, et puis un jour, tu vois, là, par exemple, j'ai fait un truc... je suis choisi par un DA pour faire un personnage sur une série. Je fais les 6 premiers épisodes. Ça se passe super bien. Et puis, la responsable de la chaîne l'entend et elle dit que c'est pas du tout la voix qu'elle imaginait sur ce personnage et je me fais jeter. C'est totalement injuste. Ouais. Mais c'est totalement normal. C'est ce métier. Si ça me plaît pas, je fais pas ce métier. Moi, j'ai appris un truc. C'est que si je rentre justement dans l'affect de ça, et c'est-à-dire si je laisse mon ego rentrer dans l'affect de ça, c'est game over. Je me fais péter. Donc, et je rentre dans Egoland, donc je me fais niquer. Donc, ce métier, je vais mettre mon ego ailleurs. Mon orgueil et mon ego, je le mets ailleurs. Je le mets au service du jeu, je le mets dans ce que j'ai envie d'interpréter, je le mets ailleurs. Mais je ne le mets pas dans... je rate un casting, c'est pas parce qu'il m'aime pas. C'est parce qu'il y en a un autre qui... Et je sais parce que, comme j'écris avec un réalisateur, que j'ai fait un film avec un autre réalisateur, que j'ai fait un court-métrage, je travaille là sur un autre projet, je vois bien quand on écrit un film, qu'on dit « Putain, on pense à un tel », et puis tu sais pas pourquoi, en écrivant une scène, c'est un autre qui arrive. C'est pas que le premier était pas bien, c'est que tout d'un coup, des évidences sont pas les mêmes. Parce que ton désir de réalisateur, ton désir d'écrivain, il s'oriente là-dedans. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Je suis dans le désir de cette réalisatrice pour ce film. Sur le film d'après, non. C'est pas grave, c'est comme ça. Si ça m'emmerde, il faut que je fasse autre chose. Donc ça, tu le gères plutôt bien. Ouais, de mieux en mieux. C'est compliqué au début, hein, parce que ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais 3 castings de suite, et que 3 castings de suite, on te dit non, et que ça tombe le même jour où la responsable de telle chaîne dit « il était bien dans les 6 premiers épisodes, mais c'est pas cette voie-là que je veux, donc t'es viré ». Un peu sur le moment, non, tu le prends pas bien. Évidemment que non, tu le prends pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Parce que si c'est grave, ça devient dramatique. Tu vois, ça devient un enfer de faire ce métier, quoi. Certains, les jeunes en particulier, trouvent souvent les films comme les héroïques trop réalistes, voire dépressifs, tu vois. Ils préfèrent les échappatoires et sortir de leur quotidien. C'est pour ça qu'ils vont plutôt voir les Marvel. 1, qu'en penses-tu ? 2, et toi, tu vas voir quoi au ciné ? Alors, j'en pense que c'est leur problème. Qu'ils aillent voir ce qu'ils veulent, en fait. Moi, ce qui me fait plaisir sur les héroïques, c'est que les jeunes et les moins jeunes qui l'ont vu ont apprécié ce film parce que, justement, il était réaliste. Ouais, on flirte avec le documentaire quand même. Hein. On flirte avec le documentaire, mais qui est une fiction. Et c'est pour ça que ça marche. L'histoire du personnage. On a fait, quand on était en promotion de ce film, on a fait plein de festivals, de cinéma, de trucs, de machins, donc de débats après. Moi, je continue de promouvoir ce film dans des débats, puisque moi, comme je continue d'aller aux Alcooliques Anonymes. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé avec ce film et avec le court-métrage, c'est qu'à la fin du film, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, en fait, peut-être que j'ai un problème avec l'alcool. » Ou qui viennent me voir en disant « Ah, les Alcooliques Anonymes, parce que mon mari, j'ai jamais osé lui en parler, mais patati, patata. » Dans mon village, 270 habitants,
On a monté un ciné-débat et évidemment, on a présenté Les Héroïques l'année dernière. 150 personnes sont venues voir le film. Blindé. La salle de la mairie blindée. Tu vois. On se disait, nous, si on a 50 pélos, on sera content, quoi, tu vois. 150 personnes. Et après le film, il y a une nana que j'ai emmenée avec moi en réunion, qui maintenant est repartie, qui habite au Havre, mais à qui j'ai donné des contacts pour... et plein de gens qui sont venus nous voir, pas mal de femmes d'ailleurs, en nous disant mon mari, le déni, etc., etc. Et ce qui est intéressant, alors je ne fais pas de prosélytisme. Moi, je ne vais pas voir les gens pour leur dire t'as un problème d'alcool, il faut arrêter. Faites ce que vous voulez. J'ai fait un film, voilà ce que je propose. Et moi, je fais ça, ça marche pour moi. Si vous avez envie de me demander comment ça marche, je vous réponds. Si vous avez envie de venir, je vous emmène. Je ne vais pas venir vous chercher. Et après, les Marvel, ouais, il y a des biens. Hein. Il y a des Toi, tu vas voir quoi plutôt comme quand tu vas au Moi, cinéma? je vais quand même... c'est sûr que si j'ai le choix entre Marvel et Ken Loach, je vais aller voir Ken Loach, on va pas se mentir, quoi. Ok. Un contre-emploi comme un moine cistercien qui chevauche un poney, ça te dirait ou À t'aimes mort. pas trop les écorcher, ou t'aimes trop les écorcher pour le faire? Mais un moine cistercien sur un poney peut être extrêmement écorché. Ouais, je pensais plus la figure de l'ange, la figure du bien, un peu lisse. Ouais, mais alors après, de toute façon, vu l'âge que j'ai et la gueule que j'ai, pour faire un ange lisse, Et travail de composition, ouais, là, travail de maquillage, hein, quand même, pas mal, je pense. Faudrait. effets spéciaux. Effets spéciaux, là, carrément, on va aller dans la prothèse. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que Satan est un ange déçu. Un ange déchu. Oui. Déçu sûrement, mais déchu. Ouais. Donc tous les anges ont des cicatrices, au final. Tu aurais quand même envie de montrer les fêlures chez ce moine. Ce qui est beau dans la fêlure, c'est que ça laisse passer la lumière. Cool, bien dit. En conclusion, je dirais que ton look est rare. Il m'évoque ce beautiful loser que tu as l'air de vouloir porter comme tu portes tes tatouages. Il y a du biker pur et dur, une attitude fuck le système. On a tous des raisons d'avoir la dégaine qu'on a. C'est quoi la tienne? Alors, moi, j'ai des dégaines contradictoires, depuis toujours. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais môme, tout début des années 80, je suis en plein dans le mouvement punk, after-punk. Donc à l'époque où j'ai des blousons cloutés avec marqué Fuck the World dans le dos, j'ai les cheveux frisés longs jusque-là. Ce qui fait chier les punks, qui ont des crêtes ou le crâne rasé. Et j'aurai le crâne rasé le jour où je mettrai des pantalons à pas de def. Je fais toujours, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu toujours besoin d'être dans un contre-truc. Et après, moi, je me suis toujours assumé dans ma vie. J'aime bien cette phrase de Lydia Lunch qui dit mes parties génitales ne sont pas mon identité sexuelle. Et par exemple, c'est un truc, tu vois, qui n'est pas de ma génération, mais qui est de la génération dont on parle de plus en plus maintenant, le non-binaire. Moi, je me mets en jupe depuis que j'ai 16 ans, avec un blouson de cuir, et quand je me mettais en jupe, justement, j'avais les cheveux rasés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce côté non-binaire va tout le temps ensemble pour moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai des tatouages et un blouson de cuir, et j'ai toujours assumé dans ma vie d'avoir été amoureux autant de garçons que de femmes. Et je suis capable d'avoir la gauche qui part assez vite, et je suis capable d'être dans une hypersensibilité que je cache pas, quoi. Donc cette espèce de et je pense que c'est ça qui fait ma dégaine, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait une dégaine qui est mais qu'on a d'ailleurs un peu cherché dans le personnage de Michel, c'est-à-dire qu'on a même écrit dans son dos loser, alors que c'est un mec qui veut s'en sortir, et ça se voit tellement, quoi. Donc
Donc je pense que c'est ça quoi, qui a toujours été... moi, quand j'étais chez les souffleurs, je mettais du rouge à lèvres, je me maquillais les yeux et je soufflais en jupe, quoi. Mais avec des Doc Martens. Voilà, c'est tout le temps, tout est comme ça parce qu'en fait, je pense profondément qu'il y a les deux, quoi. Je pense profondément que ma part féminine est... moi, maintenant, par exemple, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est que je suis contente. Je ne suis pas que content, je suis contente. D'accord. Et par exemple, quand je donne des cours, moi, il y a un truc que j'ai vraiment acquis, c'est que le nombre fait genre. S'il y a 5 meufs et 2 mecs, on est contente. Je vois pas pourquoi on serait content. Alors qu'on est 2 mecs et qu'il y a 6, 7, 8, tu vois. On est La contente. majorité, tu veux dire. Ouais. D'accord. Et moi, je suis contente. Et maintenant, je suis contente. Aux Alcooliques Anonymes, chaque groupe, il y a un comité, ce qu'on appelle un comité, qui s'occupe que la réunion tourne, qu'il y ait un peu du blé qui rentre, qu'on puisse louer les salles, etc. Qu'il y ait des liens entre... Donc, il y a des représentants de groupes. Chaque groupe a un représentant qui peut, comme ça, se connecter avec les autres groupes de Paris, les groupes de région, les groupes de France, etc. Et moi, je suis, par exemple, représentant du groupe LGBT à Paris. Ok. Et je sens de plus en plus, à 60 piges, le besoin d'être au féminin. Mais pas de façon genre pour faire genre, quoi. Mais parce que il y a des choses féminines de moi que je n'ai jamais cachées. Et c'est ça qui a fait mon anachronisme de ma dégaine à l'époque. Parce que dans les années 80, dire je suis amoureux d'un mec et je mets des jupes et je vous emmerde, je les ai défendus à coups de poing, quoi, mes jupes, des fois. En fait. Et c'était ça Et ma féminité, je me dis que je défends ma féminité à coups de tarte dans la gueule si on m'emmerde aussi, quoi. Moi, je suis un bouddhiste, un narco-communiste, c'est-à-dire que je suis pour la paix, mais il ne faut pas me péter les couilles. Il n'y a pas de lumière sans ombre, c'est ça que tu veux dire. Bah oui. Eh bien, merci pour avoir taillé le bout de gras avec moi, François. Ouais, t'as vu, je suis une vraie pipelette en plus. Donc, C'était très chouette. Allez, salut l'artiste. allez.